Ejate he itonya aka ko mbosa nyona to bele gbengbe tati bare nyoko ni fari nta mo ma ngi client ti fe ki tara ka ba ko ma mai ni te bare ma ko ko be to bade na ngai ni te dang ba de ba sarbe falla ni ko no ma ka fa da nya mo ma wa ma go okay master master Yes. Please come. Good morning. And you in the siren call me Europia. I've been around this here and the father and the Sunday too. Oh, Mumatima. Somebody? I told her not picking the red. You got I'm the father and the leg in the following morning. You come back to Yeah. Yeah, and the Sunday too. Yes. Mumatima. Allô, c'est vous Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Oui, ma mère. Tiens, monsieur. Thank you. Donc, Sandito, à ce moment-là, nana, opérateur Yoli d'Afrique B, est un homme unité de Sambadema, plus vite. Toro yo muna na ma fama ne ma fure kwasi ne bara kombara ba ya ba credit ra kwa algo nganso ko la ngambara faga e me so akale ma de na mbara faga han ya ni za ga zo ba ina kelibiri woto ngo ga vora ay to nya ga yebe he Sandito wona ko e tanan fin de ko titra na kan mi ma li ma credit bela Europe nu Afrique tani Sandito wontanara tout le temps vous êtes bravo vous êtes number 1 Sandito you gonna run on the fire yes Sandito nayama. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, Sendito.fr. Merci, aimables auditeurs. Nous sommes dans la seconde partie de cette émission ce soir. Le même sujet, la problématique de la ville de Kindia, donc le cas Abdoulaye Ba, dont on ne voudrait pas, en tout cas, selon l'imam central de la ville de Kindia, la mosquée de Kindia, suivi du Kuntigi de Kindia, donc Elas Serona Souma. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre invité, monsieur Camara Nabilaï, depuis la Belgique, vous le connaissez très bien, il est passé ici plusieurs fois sur Africa Midi, il fait des analyses, il analyse souvent l'actualité politique de la Guinée. Il est avec nous. Qu'est-ce qu'il en pense? Monsieur Camara, votre micro, il est activé depuis la Belgique. Bonsoir. Pardon, je pense que je n'ai pas activé le micro de monsieur Camara. Voilà, donc, tenez. Voilà. Monsieur Camara, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir, bienvenue. Ok, bonsoir, monsieur Ahmed. Voilà, je suis très ravi de me retrouver encore une fois sur Africa Midi. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc, vous avez suivi une partie du débat avec la précédente invitée, le même sujet. Donc, je voudrais enchaîner avec vous et poser avec vous cette problématique des coordinations régionales au sein de la République. Vous posez la première question. Dans un tel contexte, honnêtement, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, en fait, à propos des coordinations régionales, voilà. Alors moi, je vais prendre cette situation dans un autre angle parce que ce que je vois, c'est qu'on complique un peu la situation. Et franchement, je ne vois pas le problème dans tout ça parce que le problème se trouve au niveau également du pouvoir exécutif, au niveau de l'État, de la gestion de l'État. Alors, j'ai suivi tout de suite l'intervention de Mme Maïsato Asseta Baldé et tous les gens qui ont pu intervenir. C'est-à-dire qu'on s'intéresse beaucoup aux détails. Alors, je me dis, mais c'est un peu ridicule, non? Le détail ça n'a pas son sens ici. Le problème se trouve au niveau du général. Le général, parce que nous sommes dans une république, et quand on parle de république, c'est la chose publique qui appartient à tous. Quand on parle de république, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. On ne dira pas le pouvoir d'une communauté ou d'une ethnie, non, c'est le pouvoir, disons, qui appartient à tous. Et nous sommes tous soumis
à la loi. Alors, parler de coordination, ça n'a aucun sens, c'est ridicule. Moi, je me dis c'est parce qu'on a un État faible, et voilà pourquoi les coordinations ont, disons, ce privilège donc de se faire entendre. D'accord, c'est parce que l'État est faible. Qu'est-ce qui peut expliquer alors? Bon, en tout cas, il faut rappeler, hein, avant, d'abord, Abdoulaye Ba était président de la délégation spéciale. Ça n'avait jamais posé problème. Il a été candidat. Personne ne s'est opposé. Donc, des gens ont voté pour lui à Kindia. Et selon en tout cas hein, ce qu'on a vu avec la Serona, l'argument qui est ressorti, c'est que c'est à la suite de l'accord que le problème se serait posé. Vous le voyez comment ça? Oui, monsieur Ahmed, je crois que je vais me répéter plusieurs fois, franchement, avec ce thème-là, parce que je dis toujours que le problème, c'est au niveau du général, non du particulier ou des détails, en fait. Et c'est vrai, parce que franchement, le problème, c'est à ce niveau. Parce que, supposons que, voyons, il y a un problème à Kindia. Il y a eu des élections qui s'organisent très mal, les résultats ne sont pas acceptés, l'opposition qui tente de faire comprendre au pouvoir non qu'il faut essayer de revoir les données, en s'adressant effectivement aux institutions compétentes. Donc, il n'y a pas de réponse adéquate. Et finalement, l'opposition qui menace de manifester, le pouvoir qui dit écoutez, ce n'est pas la peine, on va essayer de s'asseoir et parler. Alors, mais moi je me dis, le problème ici, c'est vrai, c'est toujours l'État. Parce que un imam à Kindia qui parle, qui dit par exemple, écoutez, ce monsieur ne peut pas être maire de cette localité, mais c'est parce que tout simplement, s'il vous plaît, je vais me répéter plusieurs fois, c'est parce que l'État est absent. Parce que l'État est absent. Ce monsieur, l'imam, il ne sait peut-être pas comment fonctionne en fait, un processus démocratique, comment les choses fonctionnent dans une république. C'est à l'État d'envoyer des émissaires à Kindia, s'il faut, vous comprenez, faire comprendre à ce monsieur-là que, voilà, écoutez, vous vous trompez, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république, c'est presque, c'est la démocratie, disons, radicale. Dans une république, les lois parlent énormément mieux que dans une démocratie. Qu'on fasse comprendre aux gens que c'est cela. Nous ne sommes pas dans un régime fédéraliste ou comment je peux dire ça, où des localités ou des régions, en fait, ont des pouvoirs, disons, particuliers, mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Nous sommes dans une république, dans un État unitaire. Alors, l'imam qui parle ou le contenu qui parle de l'autre côté, mais c'est la faute de l'État. Envoyer des émissaires, arrêter, s'il faut arrêter des simples policiers, on n'a pas besoin d'envoyer un ministre à Kindia ainsi de suite, mais c'est de simples policiers qui vont écouter, faire venir ce monsieur au centre et leur dire, mais écoutez, nous sommes dans une république. Mais c'est très simple. Ils ne vont plus parler. Mais pourquoi ils continuent à parler? Mais parce qu'il y a l'État qui est faible ou l'État qui voit mais qui se laisse faire. Parce qu'il a un objectif. Monsieur, voilà. Je crois que le dénominateur commun de toutes les interventions, en tout cas là, c'est ce que vous venez de dire. C'est dit que voilà, c'est la faiblesse de l'État. Bon, on a compris tout ça. Mais je voudrais encore une fois essayer d'approfondir un peu, aller un peu plus loin au niveau de ce sujet. Qu'est-ce que doit faire dans une situation pareille où l'État est faible? Qu'est-ce que doit faire l'UFDG qui est concerné directement dans cette situation? Voilà, je crois que l'UFDG, disons l'opposition, est en train de faire ce qu'il faut réellement, c'est-à-dire dire au pouvoir, mais écoutez, respectons le processus de politique, respectons le processus électoral. Appliquons les lois. Mais l'UFDG, l'opposition, fait ça depuis toujours, depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir. Mais comme je l'ai dit toujours, c'est quand le pouvoir ne veut pas, il ne veut pas. C'est très clair. Sinon, ce qui se passe à Kindia, qu'est-ce qui empêche le gouvernement, s'il vous plaît, d'aller dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, nous sommes dans une république.
C'est comme le cas de chef de l'opposition, chef de file de l'opposition guinéenne. Vous vous rappelez qu'il y a eu pas mal de commentaires aussi autour du budget alloué à cette institution. Mais l'affaire était aussi très simple. C'était au gouvernement de dire, mais écoutez, non, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que le gouvernement sait, le pouvoir sait la vérité, la situation. Mais non, le pouvoir se retire et laisse maintenant les gens dire ce qu'ils veulent sur cette institution, chef de l'opposition guinéenne. C'est la même chose également. Et c'est pourquoi je dis, je vais me répéter plusieurs fois, parce que l'affaire, franchement, est très simple. C'est la faiblesse de l'État et c'est là qu'il faut parler. L'opposition fait ce qu'il faut, dire au pouvoir, respectons. Et c'est tout. D'accord. Il y a eu des élections, oui. Il y a eu des élections à Kindia, disons des élections locales. Vous avez des questions, s'il vous plaît? Oui, justement. J'ai des questions, justement, M. Camara. Encore une fois, comme vous avez dit, on va se répéter. L'État a été faible pour vous. L'UFDG a fait ce qu'il fallait. Je vais aller un peu plus loin aussi, parce que on va rester dans le cadre de la Guinée. Hein. On va dire entre guillemets, on va pas parler on va pas parler d'un cas normal entre guillemets. On va parler du cas de la Guinée, où il y a l'ethnostratégie, où l'État ne joue pas son rôle, où l'État est confondu le plus souvent aux intérêts de la mouvance. Et dans ce contexte-là, 2020 arrive. Nous avons des prochaines élections. Et vous savez bien, les coordinations régionales ont un poids au niveau des enjeux électoraux en Guinée. Donc, dans cette situation où se trouve l'UFDG aujourd'hui, un conflit avec le Kontigi de la Basse-Côte et on a le RPG Arc-en-Ciel qui veut à tout prix au niveau stratégie, hein, donc politique ou ethnopolitique, comme le plus souvent c'est ce qui se passe en Guinée, où la mouvance voudrait aussi en bénéficier hein, et indirectement et serait prêt à jouer le jeu. Dans cette situation-là, au niveau stratégie, honnêtement, si vous étiez à la place d'un Cellou Dalein Diallo, vous auriez fait quoi pour ne pas envenimer ou empirer la situation? Oui, écoutez, je vous comprends très bien, mais moi, vous me connaissez peut-être bien, j'ai des principes, c'est ce que je suis, hein, peu m'importe la personne c'est dans le dialogue qui arrivera au pouvoir ou non, le plus important pour moi, c'est la personne qui arrivera au pouvoir. Alors, en fait, que cette personne y arrive, mais en fait sans contestation, que tout le processus électoral ou politique soit respecté. C'est ça mon objectif, en fait, principal. Alors, maintenant, vous posez deux cas. Quelle peut être la stratégie, disons, électoraliste? Vous comprenez? Peut-être ne pas s'en prendre trop à certaines coordinations pour ne pas perdre des électeurs. Je crois que ça, c'est notre domaine, je dirais, une sorte de campagne qu'il le faut. Et je crois que là, il faut faire le choix. Mais moi, à la place de M. Cellou Dalein Diallo, écoutez, je suivrai la voie légale, écoutons et respectons la légalité. Et si je dois perdre les électeurs, que je les perde, mais respectons la légalité. Je crois que c'est ce qui est important, c'est ce que nous voulons également construire. Alpha Condé, il est au pouvoir, c'est juste pour 2 ans. Et après, quand il va partir, nous voudrions effectivement que tout soit finalement clair, que les choses se respectent. Alors, jouer sur ce terrain, disons, électoraliste, je ne pense pas que cela soit bien pour le futur donc, du pays. Soyons dès maintenant catégoriques et clairs que la loi soit respectée. C'est ce que D'accord. Alors, dans cette même logique, donc la plainte de Abdoulaye Ba, vous êtes d'accord? Il a bien fait de porter plainte ou il n'aurait pas fallu s'être précipité? Non, précipité, non. Moi, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est la procédure normale. Il y a un citoyen qui va à l'encontre, disons, de la légalité, et c'est normal. Ça, c'est la procédure normale, alors qu'il porte plainte. Voilà, et qui porte plainte et qui retire, ça dépend maintenant de lui. Mais je crois que la procédure a été quand même respectée de porter plainte. En principe, le procureur de la République qui devrait s'en saisir, qui devait le faire même avant avant la réaction de monsieur Ba. Mais bon, nous le savons tous, le procureur de la République, c'est qui? Voilà, tout le monde le sait.
Bien, voilà, on va aller du côté des auditeurs, aimables auditeurs. Donc, si vous voulez poser des questions ou également nous dire ce que vous en pensez, vos commentaires, n'hésitez pas à appuyer sur étoile 61. Alors, je voudrais rester du côté de la France. Monsieur Suleiman Tata, du côté de Bordeaux. Votre micro est activé si vous m'entendez. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Ba. Bienvenue sur Africa Midi. Merci, c'est toujours un plaisir. Et bonsoir à Monsieur Camara. Et bonsoir. Aussi à Mademoiselle Chérif. Et à l'ensemble des auditeurs de Africa Midi. Bonsoir à vous. Alors, comme d'habitude, le sujet est très intéressant par rapport à la situation. Et je ne sais pas si vous avez une question précise ou bien si je peux aller directement à M. Ba. Oui, allez-y si vous avez vos commentaires, allez-y. D'accord. Et je n'ai pas suivi la première partie entièrement, mais je crois que l'essentiel a été dit. Monsieur Alimou, c'est Alimou. Oui, c'est ça. Il a rappelé le rôle de l'État. Donc, je ne veux pas revenir dessus. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que vous avez posé la question, est-ce que l'IFDG est responsable? Je crois bien que vous l'avez posé cette question à M. Camara il y a quelques minutes par rapport à la plainte. Et puis, oui. Est-ce que la plainte était précipitée ou pas? Est-ce que c'était normal? Moi, je pense qu'il y a eu une erreur politique grave par rapport à l'IFDG, par rapport au retrait de la plainte. D'accord. Il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui, quand on est en politique, et même les observateurs qui ne sont pas sur le terrain, voient qu'il y a une culture communautaire politique en Guinée. Et donc, ce qui est arrivé, il est incontestable que M. Ba est populaire à Kindia, mais Kindia est une ville stratégique dont le gouvernement n'a pas digéré de perdre, après toutes les promesses qu'il y a eu. Parce que bien avant les élections, l'imam avait promis Kindia à Alpha Condé, d'après les écrits. Bon. Et quand il y a eu le contentieux, M. Ba a porté plainte. C'est quelque chose de légal, de légitime. Et cette plainte était aussi un garde-fou, une sorte de garde-fou pour l'IFDG et pour son leader. C'est-à-dire, cette plainte aurait pu empêcher l'affrontement direct entre le parti et la communauté, et Soussou, du moins aux soi-disant représentants de cette communauté. Voyons voir comment l'affaire a évolué. Il y a eu les propos de l'imam, il y a eu la plainte, il y a eu une première intervention du Kuntigi qui était très très méfiant par rapport à la première intervention. Il expliquait que si Abdoulaye Ba n'est pas accepté à Kindia, l'IFDG a d'autres cadres, notamment des cadres Soussou. Donc ça, c'est sous-entendu. Ça, beaucoup de gens ne se sont pas arrêtés à cette expression-là. Ça, c'est son première intervention. D'accord. Et quand il y a eu l'erreur de l'IFDG, de son président, de retirer la plainte, cela a donné du force à ces mafieux, parce que moi je ne les appelle pas des représentants de communauté, parce que l'autre je ne l'appelle pas imam, parce qu'un imam c'est quelqu'un qui prêche la paix, la cohésion sociale. Et on a vu ces derniers temps, il y a une tension interethnique en Guinée. On a vu que les politiques sont basées sur ça. Donc ces représentants de la société, comme les imams, devaient jouer le rôle inverse, c'est-à-dire équilibrer les opinions publiques. Cela n'a pas été fait. Et donc, quand il y a eu retrait de la plainte, je pense que cette équipe qui pousse l'imam et le Kuntigi à faire ces revendications ont compris qu'au niveau de l'IFDG, il y a, comment dirais-je, il y a une sorte de faiblesse au niveau de l'analyse politique. Parce que ce qui pouvait épargner le parti et que le contentieux soit entre, c'est-à-dire l'imam et l'État, ils ont retiré la plainte. Donc, ce qui a donné plus de force au Kuntigi de revenir sur un deuxième discours, soit disant que, comme Kindia est la capitale de la Basse-Côte, il ne peut pas y avoir un autre qu'un fils de Kindia, comme si M. Ba n'était pas un fils de Kindia. Donc, à ce niveau, je pense que, par erreur politique,
Ok. Le président de l'IFDG a contribué à positionner son parti, à donner son parti une position, un peu difficile par rapport à la situation. Il n'aurait pas dû retirer la plainte. Non, ça aurait pu épargner le parti d'un front entre ce parti et une communauté. Parce que c'était ça l'objectif. Revenons un peu en arrière, parce que rien ne se fait au hasard. D'accord. Quand il y a eu ce problème, Kindia, j'ai appris Thibou dire ce matin sur les grandes gueules. Je ne sais pas si c'est une émission qui est passée hier ou si c'était ce matin. Moi, j'ai réécouté en rediffusion. Il disait que, en fait, le problème de Kindia est complexe. Il disait que parce qu'ils sont arrivés à égalité, l'IFDG et le parti au pouvoir. Là, je reprends Thibou. Et il dit que les alliances sont très importantes à ce niveau parce que ça peut basculer. Parce que pour la finalité, en fait, de cet accord, il y aura un vote interne au niveau des députés à Kindia pour élire le maire. Donc, ce qui veut dire que si on revient un peu en arrière, juste après la résolution, juste après la signature de cet accord, qu'est-ce qui s'est passé? Alpha s'est déplacé physiquement, il est allé voir Sidya Touré. Il est allé voir Sidya Touré, il a signé une alliance avec Sidya Touré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Alpha sont en train de préparer le retrait de Kindia à l'IFDG. Mais pour que les élections qui auront lieu bientôt, parce qu'avant de mettre le maire, ils vont voter à Kindia. Donc, il se peut qu'à ce moment, que le parti au pouvoir ait la majorité. Et en ce moment, le maire de Kindia viendra de la majorité, selon l'accord. D'accord? Et maintenant, pour empêcher toute contestation au sein de l'IFDG et pour donner du poids à leur manigance, ils ont lancé l'imam et le Kontigi pour déjà préparer l'opinion publique. D'accord. C'est très politique ce qui est en train de se faire. D'accord. Et si vous me donnez une seconde, je voudrais bien revenir sur aussi là où cette histoire. Alpha Condé disait quoi au début? Qu'il a trouvé un pays et pas un État? C'est ça? C'est l'expression qu'il emploie souvent. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Si vous vous souvenez bien, et même la fois dernière, M. Barry était sur Jacques Roger Show, un truc comme ça, et une radio que je ne connais pas bien, mais il y a eu un monsieur qui a expliqué comment la Guinée a été constituée pour que la Guinée devienne un État. Il y a eu la Basse-Côte, il y a eu la Moyenne-Guinée, ensuite il y a eu la Haute-Guinée. Pourquoi je reviens là-dessus? Si aujourd'hui, les représentants de la Basse-Côte se mettent dans cette situation, ça veut dire que, quelque part aussi, il y a un projet de destitution de l'État guinéen. Puisque ce sont eux les initiateurs de l'État. Et si eux, ils poussent au communautarisme, ça veut dire qu'on va pousser au régionalisme. Et bientôt, qu'est-ce qu'on va proposer? C'est chaque ethnie majoritaire à sa région et s'occupe de sa région. Et c'est très dangereux, en fait. Bien. Donc, pour moi, il y a une ambition, il y a une politique savamment réfléchie par le gouvernement. Et il y a un projet derrière, si je vous entends. Donc, naïvement accepté par l'opposition. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Suleiman Tata, du côté de Bordeaux. M. Camara, un commentaire avant notre auditeur? Oui, je reviens tout sur, parce que, bon, je ne comprends pas qu'on parle donc de ce retrait de plainte, que c'était une erreur, disons, politique de la part de Seydou Diallo. Bon, je crois que là, il y a des interprétations. Le problème ici, il y a un problème, mais souvent on dit un problème peut-être accidentel. Pour vous, il a bien fait de retirer la plainte, alors? Oui, mais le monsieur dit que c'est une erreur politique. Moi, je dirais plutôt une mesure politique prudente, c'est bien, parce que l'effet cherché ici, disons, ça vient du pouvoir exécutif, c'est de créer, disons, les troubles qu'il y a. Alors, retirer ou non, vous comprenez, le problème est voulu, c'est pas accidentel, c'est voulu, on veut qu'il y ait des troubles. Alors, moi, je trouve d'ailleurs mieux mesuré, prudent de retirer la plainte. C'est beaucoup mieux ainsi que de laisser la plainte, et parce que tout simplement, ça va créer toujours des situations troublantes, c'est clair, c'est l'objectif donc du pouvoir.
Je pense que c'est mieux ainsi de retirer la plainte que de la laisser. D'accord. Voilà. Alors, donc, oui. Bien, on va prendre un autre auditeur, puisqu'ils sont nombreux, M. Camara. Allons-y, on va retourner du côté des États-Unis. Monsieur Alpha Dio, je vais venir à vous, si vous m'entendez à nouveau. Merci, M. Ba. Bonsoir, notre auditeur, à notre nouveau invité. Bonsoir, monsieur. Pour moi, j'apprécie beaucoup sa façon d'expliquer aux citoyens, à nos auditeurs, la façon de voir la politique. Parce qu'il a tout dit. Je ne vais pas en revenir. Et même pour la plainte, je vais rappeler à mon frère Suleiman, sur ces accords, qu'India, les partis où il y a eu dispute là, il n'y aura pas d'élection. C'est-à-dire que le parti du pouvoir ne va pas présenter de candidat. Déjà, ils vont s'abstenir pour laisser Kindia à l'UFDG et Dubrika aussi, l'UFDG va s'abstenir. C'est ce qui fait signer. Sinon, on aurait dû garder le même résultat. Allez-y maintenant voter entre vous. Il n'y aurait pas eu d'accord de ce côté. Et de l'autre, c'est pour ce qui concerne ma soeur Baldé. On n'accueille pas un citoyen dans son propre pays. C'est ce de dire en tant qu'intellectuel, moi je peux aller maintenant dans n'importe quelle partie de la Guinée. On ne peut accueillir qu'un réfugié. Mais qui est guinéen, nous habitons à Kouza. Nos parents sont venus, on a eu notre terre là. On ne l'a pas acheté, on a eu cette terre à travers, avec les Noirs de Kola, à travers les habitants de Kaporo, c'était leur champ. Mais ils n'ont pas accueilli parce qu'on habitait à ces lieux-là. On a eu ça avec eux, mais ils n'ont pas accueilli parce que nous étions dans un autre quartier et on a développé là où nous habitons maintenant. C'est ça de dire qu'un Guinéen peut accueillir un Guinéen dans son propre pays. Non, c'est la manipulation du pouvoir, comme vient d'expliquer notre frère là. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Alpha Diop. Voilà, pour votre intervention, précis. Vous êtes toujours précis, court et voilà, et j'aime bien. Tenez, Monsieur Camara, si moi est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, sinon je voudrais remonter les États-Unis, aller voir Monsieur Ding City, du côté des États-Unis. Monsieur Ding City, voilà. Tenez, si vous m'entendez, alors tenez, oui. Monsieur Diallo, est-ce que vous m'entendez, Ding City? Bonsoir. Allô, Ibrahim. Bonsoir, comment ça va? Ça va, merci, bienvenue sur Africa Midi. Alhamdulillah, vous m'entendez bien? Très bien, vous êtes en direct, on vous entend. Ok. De passant d'abord, je salue notre frère Nabil Lai. Et Aïssatou Chérif Baldé, que je n'ai pas eu la chance d'interroger. Mais le débat est très intéressant. C'est toujours l'homme de la frontière des États-Unis et du Canada profond. Et j'ai suivi le débat. Et pour moi, c'est ma conception personnelle, je dis toujours, c'est les conséquences des accords. Et cela va continuer parce que le pouvoir, ce qui me fait mal le plus, c'est nos élites. Aujourd'hui à Guinée, nous connaissons tous ce qui se passe à Guinée. C'est pas normal. D'accord. Mais c'est une façon, si tu veux, de manipuler l'opinion, les Guinéens, mais accepter que ce deal, pour moi, c'est un deal. C'est ça que je veux dire toujours. C'est les conséquences, parce que ça ne fait que commencer. C'est pas ce qu'on a souhaité, mais ça ne fait que commencer parce que vous avez vu qu'il y a des cas et la forêt, ça va venir. Et moi, je ne voulais pas que ça continue comme ça. Mais nos élites, vous avez vu ce qui s'est passé. Il n'y a pas un responsable. Tous les leaders politiques là, il n'y a pas quelqu'un parmi les gens qui aspirent à diriger ce pays-là. Dénoncer, pour les gens qui sont au pouvoir, dénoncer ce qui se passe. Tout ça, c'est la même mise de ce gouvernement derrière en tête Alpha Condé. D'accord. Nous ne trouverons jamais de solution avec cette affaire. Pour moi, est-ce que Nabil Lai, il croit que la solution va être trouvée avec cette situation-là? Est-ce qu'il espère qu'on trouvera une solution? Parce que toujours, c'est la même mise de ce gouvernement Alpha Condé en tête dans cette affaire. Je ne crois pas. Mais je veux, parce qu'il fait de très bonnes analyses, mais je voudrais l'écouter. D'accord. On comprenne encore ce qui se passe. Encore merci, le combat continue.
Merci, Ding City, du côté des États-Unis, à la frontière canadienne. Alors, Monsieur Camara, peut-être que vous allez vous répéter peut-être encore. Vous avez parlé du problème de l'État, faiblesse de l'État. Est-ce qu'on peut trouver solution? Oui, il y a solution. En fait, là, c'est de la patience aussi. Monsieur Diallo de Canada a parlé des conséquences de ces accords finalement que nous remarquons présentement, c'est vrai. Et là, moi, je n'accuse pas l'opposition ni M. Sedalin Diallo. Ce gouvernement, dès le départ, avait dit qu'il n'avait pas les moyens d'organiser les élections locales. Alors, il y a eu des accords, des premiers accords, pour dire, bon, écoutez, on va limiter les dépenses, on va essayer de faire certains remaniements, etc., etc. Ça a été fait, et malheureusement, on sont venus aux élections, et voilà qui se passe aussi très mal. C'est la faute de l'opposition, c'est la faute de l'UFDG? Non. Donc, voilà. C'est quand même difficile. Donc, moi, je pense que la solution... Mais attention, quand on parle de l'accord ici, il parle de l'accord qui a été signé après les résultats. Oui, c'est ce que je dis comme ça. Mais oui, c'est la même chose. Après les résultats, on se rappelle bien que l'opposition a quand même mené des démarches, disons légales, pour au niveau des juges, pour pouvoir revoir ces données. Mais vous connaissez le pouvoir. C'est ce que je dis que quand le mal est voulu, le problème est voulu, c'est difficile de trouver solution. C'est ça le pouvoir d'Alpha Condé qui sait qu'il est en train de mal faire. Et puis voilà, c'est là la complicité de la situation. Donc voilà, c'est difficile de trouver une solution dans la situation actuelle. Voilà, c'est-à-dire parce qu'on a le pouvoir qui doit régler la chose, c'est le pouvoir même qui crée des problèmes. Il sait qu'il crée des problèmes, il sait pourquoi il le fait, pour créer des troubles. Voilà pourquoi la situation est très compliquée. Et dans ce cas-là, je me dis l'opposition, qu'est-ce qu'il faut? Alors, regardons un peu devant nous, dans 2 ans, M. Alpha Condé doit aller. Et aussi 8 ans du pouvoir d'Alpha Condé, le résultat est là. Moi, je pense que l'opposition doit jouer sur le résultat du pouvoir de M. Alpha Condé. Et c'est pas bien pour lui. Alors, essayons de jouer sur ce terrain-là. Dans 2 ans de M. Alpha Condé, de toute façon, c'est la fin de ce mandat, il va se retirer. Et donc, ne retardons pas sur ces petits détails-là. On a d'autres chats à fouetter. Et préparons-nous, préparez la mentalité des citoyens guinéens, battons-nous pour que très prochainement, surtout pour les élections législatives, tout soit respecté. Moi, je pense à cela. C'est-à-dire, la grande solution ici, c'est que dans 2 ans, M. Alpha Condé s'en va. Je crois que c'est là l'élément fondamental. Préparer après Alpha Condé, si je suis. Oui, oui. Après Alpha Condé, parce que Alpha Condé, c'est le mal actuellement, c'est vrai, c'est le mal, et je suis sûr qu'on n'aura plus un gars comme M. Alpha Condé au pouvoir. On n'a jamais eu un gars comme ça quand il n'était pas si bien, mais Alpha Condé, c'est le pire. Et je suis sûr à 100% qu'on n'aura pas un gars aussi pire que Alpha Condé au pouvoir très prochainement. Que ce soit seul ou autre, on ne sait pas, on n'aura pas des gens comme ça. Ça, c'est clair. Ben, j'espère qu'on n'aura pas pire qu'Alpha Condé. Oui, mais Alpha Condé est unique. Il est unique, c'est vrai. Écoutez, il n'est pas le dernier des derniers. Je comprends que vous ne l'aimez pas, mais on peut avoir pire que lui, monsieur. S'il vous plaît. Le problème actuel ici, tout est lié à la personnalité de M. Alpha Condé. Un monsieur qui vient au pouvoir, donc ses premiers discours, il dit: j'ai trouvé un pays sans État. Un discours, une présidence qui commence par un tel discours, s'il vous plaît, on doit tout de suite savoir que ce monsieur, il vient pour rétablir les institutions de l'État. Mais il a fait tout le contraire. La personnalité de M. Alpha Condé est unique. C'est un gars compliqué. Quand il va quitter, je crois qu'on doit se réjouir. Franchement. D'accord. Bien. Oui. Alors, tenez, d'autres auditeurs. Je voudrais donner la parole à M. Mohamed Diallo du côté de Lyon, M. Alimou du côté toujours de la France. Si vous êtes avec moi, Mohamed du côté de Lyon. Bonsoir. Oui, bonsoir M. Eba et bonsoir M. Camara. Bonsoir, Mohamed. Donc, si je vous comprends bien, en 2020, Alpha Condé part et on a une nouvelle vie pour la Guinée. Mais si Alpha Condé décide de rester, quelle sera votre solution? Parce que je sais que, dans tout ce que vous expliquez, dans tous vos écrits, je sais, on évite tout ça. On évite tous la guerre civile chez nous. On ne veut pas, parce qu'Alpha Condé, c'est ça qui menace. Si moi levé, je mets le feu au pays. C'est de ça qu'on a peur, de mettre le feu. Mais est-ce qu'on va accepter ce chantage? Il va rester jusqu'à sa mort? Si en 2020, il ne veut pas partir, on va laisser jusqu'à sa mort?
Oui, monsieur, je crois que nous avons les données. Là, c'est facile. C'est pourquoi souvent je dis qu'on n'a pas besoin d'être politologue Platon ou Aristote pour prévoir ce qui se passera après 2020. On a vu généralement certains présidents qui ont réussi à faire pousser Lansana Conté, par exemple, ou d'autres dans d'autres pays, rester plus de 2 mandats, etc., etc. Et c'est vrai, c'était bizarre. Il y a eu des conséquences, mais si nous remarquons en profondeur, quelque part, ces présidents-là qui sont allés plus de 2 mandats, ils avaient une certaine maîtrise, disons, dans la population, électoralement, disons, en parlant des électeurs. Vous voyez, je ne dis pas qu'ils avaient une majorité mathématique, mais quand même, même si c'est la majorité, oui. Vous faites confiance à notre système électoral encore? Vous pensez que sincèrement, si demain Alpha Condé organise une élection, quelqu'un d'autre va gagner que lui? Monsieur, je vous dis, c'est-à-dire, au moins, il faut savoir voler. Hein. Vous devez voler, par exemple, vous comprenez. Mais si vous avez quand même, vous êtes quand même proche de la majorité, vous comprenez. M. Alpha Condé aujourd'hui est totalement, disons, impopulaire. Il n'est pas du tout populaire, ce sera encore difficile. C'est pourquoi il dit que c'est quand même difficile. Mais en 2010, il avait 18%, monsieur Kamara. En 2010, il avait 18%. Oui. En 2020, il aura 18%, il va devenir président. Oui, mais écoutez, ça c'est une autre donnée. Mais déjà, il y a un autre problème que vous oubliez, c'est que nous avons le statut de la Constitution qui dit qu'on ne peut plus aller au-delà de 2 mandats. Ça, c'est négatif pour M. Alpha Condé. En plus de tout ce qu'il a fait de mauvais pendant les 8 ans. Ne me parlez pas de Constitution, ne me parlez pas de Constitution. Vous savez bien que M. Alpha Condé, le premier jour, il n'a pas respecté. Il devait déclarer ses biens. Il l'a fait? Non. Donc, ne parlez pas de Constitution. Il voulait même la changer. Soit disant, c'est pas bon, elle n'est pas bien, elle n'a pas été votée. Il s'en fiche de la Constitution. Ne parlez pas de règles avec ce monsieur. Monsieur, je suis entièrement d'accord avec vous. M. Alpha Condé, je dis tout de suite qu'il y a une autre personnalité, non? Mais si nous regardons sur le terrain, je crois qu'un 3e mandat, ça ne passera pas. Ce n'est pas seulement du camp de l'opposition, mais ça ne passera pas. Et parce que déjà, les problèmes... Est-ce que vous êtes prêt à vous bagarrer? Oui, je suis prêt à me bagarrer. Je suis prêt à me présenter en Guinée. Si jamais il insiste de rester au pouvoir. Ça, je vous le dis, je suis prêt, je rentre en Guinée et pour mener le combat en question. Parce que je suis convaincu que franchement, il ne pourra pas. Il ne le pourra pas. Il est en train actuellement de toucher les derniers pions. Kassouri Fofana, encore certains éléments d'ethnocentrisme. Il le tente, mais c'est difficile pour lui. À l'intérieur, Alpha Condé ne sera pas accepté, cette politique-là, de continuer au-delà d'eux. À l'extérieur, la même chose. Je crois que ça joue beaucoup sur l'actuellement. Je suis sûr même qu'il ne dort même pas la nuit. Pensez-vous que l'UFDG est prêt à s'opposer au pouvoir en 2020 si Alpha Condé... Moi, j'ai bien aimé, je ne sais plus c'était qui, M. Ba, c'était il y a 2 semaines, il avait dit que si Alpha Condé ne fait pas d'élection, on fait la vacance du pouvoir. C'est-à-dire, on ne le reconnaît plus et on va sur cette voie-là. Est-ce que vous êtes prêt à partir sur cette voie? C'est-à-dire, le lendemain de la fin de son mandat, on dit qu'il n'y a plus de président et il n'a plus aucune décision, il ne respecte aucune décision venant de Alpha Condé. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur, il y a une chose que je vais vous dire. Et vous avez toutes ces tournures politiques qu'Alpha Condé mène actuellement, vous comprenez, ethnocentrisme, etc. Mais parce qu'il y a un parti qui l'empêche, il y a l'UFDG qui l'empêche. C'est là le grand problème. C'est pourquoi quand je vous dis que certains présidents ont tenté, Lansana Conté par exemple, est resté 24 ans au pouvoir. Il y avait quand même des opposants, il y avait Alpha Condé, Mahamadou Sylla Diallo, etc. On dit qu'ils étaient des puissants, mais Lansana Conté a pu continuer 24 ans. Mais disons que maintenant il y a l'opposition, mais disons que c'est l'UFDG, c'est Daniel Diallo, le seul. Mais qui fracasse, hein, qui effraie Alpha Condé. Hein, tout récemment, quand l'opposition dit qu'on va descendre dans la rue concernant le résultat de ces sauts-là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, il y a Damaro qui vient, écoutez, on va essayer de négocier, etc. Parce que ça effraie. Les manifestations dans une république, en Guinée actuellement, l'instabilité, il ne le faut pas, ce n'est pas bien pour le pays et ça effraie Alpha Condé. Alors, l'UFDG, c'est un grand poids et c'est le grand problème pour M. Alpha Condé. Ça, je vous le dis, c'est très clair. J'espère vraiment que vous avez raison, mais moi j'ai peur. Sincèrement, j'espère que vous avez raison, M. Kamara. Oui, mais tout le monde a peur. Non, mais si on ne met pas le pouvoir, si on ne met pas une force opposée à Alpha Condé, il passera. Si on a peur de ce qui nous fait peur, là, c'est fini. Il faut qu'on lui montre qu'il n'a pas peur que la loi. Mais non, il n'y a pas un poids. Actuellement, il n'y a rien. Il fait ce qu'il veut actuellement. Si. Oui, mais il fait ce qu'il veut, mais d'accord, mais attendons. Et le pouvoir, il dit toujours que l'opposition l'empêche de travailler. Vous ne dites pas qu'il n'y a rien.
depuis qu'il est au pouvoir, 8 ans, il dit qu'on ne va pas laisser appliquer son programme. Non, mais ça, c'est quand on lui demande. Non, ça, il dit que l'opposition l'empêche, quand il dit que pourquoi vous n'avez pas construit de route, pourquoi vous n'avez pas développé la Guinée, il va dire, ah non, c'est les manifestations. Donc, pour vous, vous êtes content de ne pas que la Guinée se développe. Non, il vous accuse de l'empêcher de développer alors qu'on sait tous que ce n'est pas son nom, c'est pas sa priorité. Mais, monsieur, donc, arrêtez de parler de Monsieur, la Guinée ne serait pas comme ça, comme elle l'est aujourd'hui. Hein? Il y a l'instabilité politique. Si ce n'était pas cette instabilité politique, on n'aurait pas mal d'investisseurs en Guinée. La Guinée ne serait pas comme elle l'est aujourd'hui, c'est clair. Mais tout ça, c'est de la politique. Merci. Ça, c'est très clair. Merci, monsieur Kamara. Voilà, même si on a débordé un peu dans notre sujet, n'oublions pas, on est dans le cadre kindien, précisément. Oui, merci. Non, mais ça fait partie, c'est toute une histoire, la Guinée. Voilà, je sais que, voilà, tout il y a pas côté. Ne soyez pas pessimiste, la peur, je peux comprendre votre peur, c'est vrai. Moi, je veux qu'on se bagarre pour une bonne fois pour toutes. Je veux qu'on se bagarre pour une bonne fois. Moi, je vous l'assure, je vous l'assure qu'Alpha Condé ne passera pas. Ça, c'est clair et net. Ok, on verra. Moi, je suis prêt au combat. Il faut qu'on soit tous prêts. Bien, on en parlera. On en parlera. Merci Mohamed du côté de Lyon. Alors, tenez, pardon, je voudrais aller du côté de l'Allemagne, Madame Baldé qui nous suit et qui voudrait réagir, d'autant que M. Diallo l'a interpellé tout à l'heure. En tout cas, il a parlé de son analyse tout à l'heure. Madame Baldé, Chérif, est-ce que vous m'entendez? Oui, allô, bonsoir, monsieur Vancor. Au fait, je voulais, en fait, vous savez, j'ai l'impression que, d'abord, bonsoir à monsieur Camara, votre invité, et je m'excuse. Bonsoir. Voilà. Et voilà, c'est que je trouve en tout cas votre analyse très bien. Seulement, j'ai un problème avec, parce que moi, j'ai l'impression que l'analyse que vous faites, elle est plutôt trop politique par rapport à la situation. Mais je comprends si vous avez une appartenance politique aussi, que vous arrivez naturellement à défendre l'intérêt, du parti pour lequel vous opérez. Donc c'est logique aussi, quoi. Seulement par rapport à M. Diallo, quand il parle, il dit d'arrêter de dire que nous avions été accueillis par un peuple X ou Y. Et arrêtez de le dire, c'est omettre l'histoire de nos ancêtres, c'est omettre l'histoire de nos peuples, c'est omettre l'histoire de la Guinée. D'abord, je vais revenir à Ibrahim Ahmed, comment ça s'appelle? Non, Monsieur Kourman, je veux dire celui qui avait écrit, l'écrivain ivoirien qui avait écrit sur le soleil des indépendances vers les. Oui, Ahmed Kourman, voilà. Et il disait dans la situation qui prévalait en Côte d'Ivoire sous Gbagbo, après la crise qu'il y a eu et tout, entre le Nord et le Sud, il disait que dans le contexte ouest-africain, on ne devrait pas parler pratiquement de l'ethnocentrisme. Ça n'a pas sa place. Parce que quand on connaît l'histoire de cette région, naturellement, on ne doit pas en parler. Mais une seule chose reste claire, nous tous, nous sommes venus de quelque part. Et nous savons très bien aussi que les frontières que nous avons aujourd'hui en Afrique, ce sont des frontières qui sont héritées du colonialisme. On nous a imposé ces frontières-là. Ce n'est pas nous qui avons créé ces frontières. Donc, il faut que cela soit aussi clair. Donc, les nations que nous avons, c'est des nations en construction. C'est des nations qui ne sont pas encore, c'est-à-dire la construction de ces nations-là n'est pas encore terminée. Et d'où la nécessité de faire beaucoup attention avec ce que l'on dit. Et moi, quand je dis que mon papa est venu exercer à Kindia en tant que fonctionnaire, il n'a pas été accueilli, contrairement aux autres qui sont venus dans un temps où il n'y avait pas encore le colon à Kindia. Donc, ça, c'est un fait réel. Il faut qu'on l'accepte parce que pour nous, en tout cas, moi, je suis kindianaise. Pour nous, le vivre ensemble, on ne veut pas le perdre à cause des pratiques politiciennes qui n'ont aucun sens. On a toujours vécu ensemble à Kindia. On ne s'est jamais regardé en face pour dire que oui, je suis Peul, je suis Malinké. Nous voulons garder encore cette sérénité qui a régné entre nous. On ne veut pas que des pseudo-politiciens viennent en tout cas s'aimer la pagaille à Kindia, alors que nous savons très bien que le plus souvent, ils ne cherchent ils profitent du pays pour leurs propres intérêts égoïstes et égoïstiques. Donc, c'est cette remarque-là que je voulais faire. Et cette position-là, je vais la garder parce que je me dis, pour pouvoir gérer un pays, pour pouvoir gérer une nation, un peuple, il faut connaître d'où nous sortons, d'où nous venons. Et avec cela, nous allons savoir
où nous voulons aller. Sans cela, on ne peut pas le faire. Bien. Merci, Madame Baldé, du côté de l'Allemagne. Alors, Monsieur Camara, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter rapidement? Sinon, je prends un dernier auditeur ensuite avant de conclure. Oui, juste peut-être à propos de l'intervention de Madame Baldé, quand elle dit que, bon, sûrement que j'aurai une position politique bien déterminée. Alors, mais là, je le dis également que la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement en Guinée, il faut prendre une position, c'est très clair. Nous avons un pouvoir, un État qui devait être arbitre entre les partis politiques qui ne le jouent pas. Alors, je trouverais très bizarre de ne pas prendre position et défendre l'opposition, tout mouvement qui se bat pour que cet État puisse jouer son vrai rôle, être arbitre entre les partis politiques. Donc c'est ma position et c'est ce qui m'oblige même à le faire. Le jour où l'État jouera effectivement son rôle d'arbitrage, je me retirerai pour jouer mon rôle, peut-être, bien, la philosophie en fait. Oui. Merci, Monsieur Camara. Oui. Alors, je voudrais revenir du côté de Bordeaux. Monsieur Diallo, Suleiman Tata, voulait rajouter quelque chose. Monsieur à vous. Oui, Monsieur Ba. Vous savez, le problème ici, je pense qu'il faut aller au-delà du positionnement pour essayer d'analyser la situation dans son ampleur, en fait. Je rejoins Madame Chérif. Je pense que dans l'analyse de Monsieur Camara, il y a une prise de position. Je suis pas contre totalement, mais cet positionnement ne doit pas exclure une analyse objective de la situation. Et cela, je ne vois pas dans son intervention. Et ça me fait un peu du tort, parce qu'il faut reconnaître les erreurs, il faut reconnaître la situation. Il faut analyser la situation dans sa globalité, parce qu'aujourd'hui, c'est un problème entre l'IFDG et une communauté, et même pas une communauté, deux représentants de la communauté, parce qu'on ne voit pas la population Soussou s'exprimer ou suivre directement. J'ai entendu beaucoup d'interventions des gens qui ne soutiennent pas ces deux-là. Mais c'est une situation au-delà de l'IFDG qui concerne toute la Guinée, parce que ça concerne la cohésion sociale. D'accord? Donc, à ce niveau, il faut que nos intellectuels, à un moment donné, arrivent à se détacher de leur appartenance pour donner des analyses vraiment objectives et sortir de l'équilibre. Quel est le point sur lequel vous n'êtes pas du tout d'accord à l'intervention de M. Camara, ou vous pensez que ce n'est pas... Quand M. Camara, je crois qu'il est juriste. Je ne sais pas trop sa fonction, je ne sais pas s'il est juriste ou... Philosophe de formation. Philosophe de formation. Mais vous savez, M. Barr, on a un problème, nous, Africains. Un problème que, si vous me permettez, je n'accuse personne, mais qu'on doit revoir. On a des intellectuels qui ont étudié un système, c'est-à-dire le système occidental. D'accord? Et qui appliquent à la lettre ce qu'ils ont étudié. Non, je pense que c'est une erreur. Je pense que ce qu'ils devraient, c'est d'étudier le système et comprendre le mécanisme du système européen, mais pousser notre analyse sur la situation sociopolitique de nos États pour amener des solutions. C'est ça. On ne peut pas calquer une solution, une démarche qui a marché en Europe au début de sa constitution ou de l'Union européenne, de trucs comme ça, à la société africaine. Est-ce que ça a été le cas? Excusez-moi. Oui. Des fois, on est trop intellectuel, en fait, pour dépasser l'analyse de nos sociétés, c'est-à-dire que nous permettrait de trouver des solutions. D'accord? Aujourd'hui, on parle d'une démocratie. On parle d'une démocratie en Guinée. Mais justement, pour mieux comprendre, M. Diallo, c'est-à-dire que dans la proposition, dans l'analyse de M. Camara, je voudrais savoir c'est quoi la faille, c'est quoi, qu'est-ce qui n'est pas cohérent, et sur quel point vous êtes totalement désaccord. Quand M. Camara dit, par exemple, je prends juste un exemple parce que dans son explication, il y a déjà il y a une position palpable par rapport à son analyse et je m'attendais autre. Alors, sur la question de la plainte, par exemple, Ablaye Ba a porté plainte
d'accord? Et c'est-à-dire, politiquement parlant, Abdoulaye Ba a joué son rôle de politicien, c'est-à-dire qu'il a épargné le conflit entre son parti et le monsieur qui est un représentant de la communauté ou d'une certaine population, de la population de Kindia, des musulmans, disons, parce qu'il est imam, d'accord, qui gère une partie de la communauté. Mais lui, il a compris qu'un affront direct avec ce monsieur pouvait impacter sur sa carrière et sur son objectif politique. Donc, comme l'État est là pour garantir l'équilibre, il s'est adressé à l'État. Qu'est-ce qui est plus normal que ça? Ok. Mais comme j'avais expliqué au début... Oui, mais M. Camara, il était pour la plainte. Non. Peut-être que s'il y a un problème, s'il y a un désaccord entre vous, c'est au niveau de retrait de la plainte. Oui, ça vient. On ne peut pas être d'accord pour la plainte et être d'accord sur le retrait de la plainte, il n'y a pas eu de solution. Aujourd'hui, la situation s'est envenimée, non? D'accord. Il va réagir alors, justement. Je vois. Si l'imam était confronté à la justice guinéenne, même si c'est formellement, je crois bien que ça aurait empêché une autre notabilité de prendre la position que le Kountigui a pris. D'accord. Donc, il va réagir. Parce qu'il n'y a pas d'effet. Il faut voir, c'est un jeu en fait. D'accord. Si je vous donne ça, je prends ça, on est dans un jeu politique. Ok. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait qu'à un moment donné, qu'on calcule qu'est-ce qui est applicable par rapport à nos sociétés et qu'on aille dans ce sens-là. D'accord. Voilà, qu'on applique une démocratie adaptée à notre société. Monsieur Camara, allez-y pour une réaction. Oui, très bien. D'abord, je vais parler que j'ai une prise de position, ça m'étonne, qu'il faut donc jouer de l'objectivité. Alors, mais écoutez, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je vous le dis, du moment que nous avons en Guinée, l'État ne joue pas son rôle, l'État qui devait être pour tout le monde ne joue pas son rôle, et pour, disons, une partie donnée, c'est-à-dire des gens qui sont au pouvoir, mais je me demande comment on peut, qu'est-ce que vous appelez par là l'objectivité? Un arbitre qui ne joue pas son rôle, on va être objectif. Mais s'il vous plaît, des gens qui sont opprimés, on est de ce côté-là pour que l'État puisse revenir et jouer son rôle. Je me demande, beaucoup me disent, mais vous n'êtes pas objectif. Et c'est cela le problème. Une fois que l'État va commencer à jouer son rôle exactement, et là peut-être en ce moment on parle là de l'objectivité ou de subjectivité. Mais pour le moment, je trouverais quand même bizarre de dire, bon écoutez, parce que vous partez du côté de l'opposition, et vous n'êtes pas objectif. C'est une prise de position. Moi, je trouve une prise de position positive, parce que le but ici, c'est que l'État revienne pour jouer son rôle. Comme Alpha Condé a dit, quand il est venu en Guinée, il n'y avait pas l'État, voilà. Donc, cet État-là, c'est ce que moi je cherche, c'est ce que nous cherchons. Alors, vous parlez de l'objectivité, je ne comprends pas. Très bien. Et vous parlez également du système démocratique que nous qui sommes sûrement à l'extérieur, nous cherchons à appliquer des choses de façon systématique. Non, cher ami, du moment où le Sénégal a réussi son processus politique et électoral, le Ghana, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Libéria, mais je me demande qu'est-ce que la Guinée attend. Ces gens-là n'ont pas dit, bon écoutez, nous voulons une démocratie à l'ivoirienne ou à la sénégalaise. Non, mais c'est une question de volonté. Il y a la volonté, on le fait. Il y a des lois qui nous ont votées. Il suffit de respecter ces lois. Laissons ces passions-là. Nos dirigeants sont passionnés. C'est tout. C'est là le problème. Laissons la passion. Il y a des lois qui sont pour tout le monde. On essaie d'appliquer. Alors, concernant le cas de Kindia, moi je pense que j'ai été très clair aussi concernant la plainte de monsieur Ba. Mais j'ai dit c'est normal. C'est la procédure normale. Porter plainte. Parce qu'il y a un citoyen qui a, disons, venu à l'encontre, disons, de la légalité. Il l'a fait. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? On retire la plainte. Moi, je me dis, là, c'est une mesure politique prudente, parce que l'objectif du pouvoir, la plainte retirée ou non, il y aura même les mêmes effets. C'est de créer des troubles. Mais, je dis, pour les deux cas, je préfère donc, s'il faut faire le choix, je préfère, disons, le retrait de la plainte. J'ai été très clair. C'est bien. Voilà, merci. Voilà. Bien. Parce que voilà, il reste quoi 10 minutes maximum, et on a plusieurs demandes de parole, plusieurs auditeurs qui veulent intervenir. Alors, on va être précis, les auditeurs, soyons courts et précis. Je voudrais aller du côté de l'Allemagne. Monsieur
Gando. Monsieur Gando, si vous m'entendez. Bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur Ba, je salue tous les... bonsoir, monsieur Camara, je salue tous les auditeurs. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Gando. Bienvenue. Merci. Bon, à monsieur Camara, bon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous sommes d'accord, que l'État ne fait pas son travail, tout et tout. Là, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Ouais. Seulement, le problème qu'il y a toujours avec Nabila Camara, c'est que, bon, c'est un inconditionnel. Il supporte, avec un exemple très simple, il est d'accord pour la plainte, il est d'accord pour le retrait de la plainte, parce que ça vient de l'UFDG, ça vient de l'opposition. Donc, ça, on s'en fout. Bon, donc, c'est toujours la même chose. Ce que l'UFDG fait, c'est bon. Bon. C'est dommage parce qu'en principe, quand il dit le gouvernement ne respecte pas... C'est que l'opposition, précisé, l'UFDG, ça peut-être parce que l'UFDG est plus vu dans l'opposition, mais d'une façon générale, l'opposition, face au pouvoir, face à l'État. Préciser, oui. Ok. Bon, le problème qu'il refuse de voir depuis 2010-2011, qu'on discute avec lui un peu partout, le problème qu'il refuse de voir, c'est tout simplement il faut une certaine résistance par rapport à un gouvernement qui ne respecte pas la Constitution et la loi. Et cette résistance ne consiste pas, par exemple, comme il dit tout de suite, suite à une menace de manifestation, le gouvernement a cédé et ils ont fait des accords qui violent la loi. Non. Cette résistance devrait être systématique et indiscutable lorsqu'il s'agit du respect de la Constitution et de la loi. Et il y a eu à comparer l'UFDG actuel et l'opposition de l'autre époque. Il a raison, l'UFDG actuel a une capacité de mobilisation qu'aucune opposition en Guinée n'a eu. Raison pour laquelle c'est encore incompréhensible que cette UFDG accepte toujours ces compromissions, ces accords inutiles et surtout qui font du mal à l'UFDG elle-même et qui font du tort à la construction d'un État démocratique. Il dit toujours nous sommes tous soumis à la loi et son parti, l'UFDG, chaque fois qu'ils font des accords, n'est pas soumis à la loi et son parti, l'UFDG, accompagne ce gouvernement à violer systématiquement la Constitution et la loi. Et ça, c'est un truc... Oui, mais M. Baldé, mais M. Baldé, pour qu'on reste toujours dans le cadre du sujet, c'est vrai que tout à l'heure il y a un peu de débordement, mais pour le cas de Kindia, est-ce qu'il y a eu un manquement de la part de l'UFDG? Oui, bien sûr, il y a eu un manquement de la part de l'UFDG. Si vous voyez qu'actuellement, moi-même, je suis d'avis que c'est un coup monté par Alpha Condé. Bon, d'abord, premièrement, c'est l'UFDG qui a accepté ces délégations spéciales illégales qui étaient là. Bon, ok, on s'est habitué, c'est pas grave. Et il y a eu des élections. Si, au cours de ces élections, de manière claire et nette, c'est-à-dire l'UFDG, d'abord en amont, contrôle pour que les élections, on a eu à parler plusieurs fois de cela, en amont contrôle à ce qu'il y ait des élections transparentes et ensuite publie elle-même les PV des différents bureaux de vote sur son site qu'ils n'ont jamais fait, les bureaux des PV de vote puisque leur représentant a tous ces bureaux, etc. pour une certaine transparence, c'est-à-dire que l'UFDG en amont et en aval, il travaille pour qu'il y ait une transparence de ces élections. L'UFDG ne le fait pas en amont ou même pas suffisamment en amont. Et après l'UFDG, qu'est-ce qui se passe? On discute pendant 6 mois, 8 mois, alors que le fichier électoral pourri est encore là, et demain, après-demain, on va se réveiller pour dire qu'il y a les élections législatives qui vont venir, et tout d'un coup, on va dire, oh, il faut faire quelque chose d'autre. L'UFDG accompagne tout ceci. Bon, je ferme la parenthèse rapidement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Au lieu de vouloir que le résultat des urnes soit dit, qu'est-ce que l'UFDG fait? Ils menacent de manifester pour cela, et qu'est-ce qui se passe? Lui-même, M. Camara, il est content, le pouvoir, il peut, et puis ils viennent, ils signent des accords. Ils ont signé des accords, pourquoi? Pour dire que l'UFDG sera, mais alors que l'UFDG, le problème c'est quoi? Je fais rapidement. Le problème c'est que si l'UFDG gagne dans les urnes les élections avec plus de délégués communaux, qu'est-ce qui se passe? L'UFDG, avec la majorité absolue, l'UFDG pourra faire élire son maître comme maire, mais l'UFDG a refusé le résultat des urnes pour accepter des accords. Donc, d'accord. Donc, en gros, l'UFDG n'aurait pas d'accepter, enfin l'opposition n'aurait pas d'accepter cet accord-là. Tout à fait, puis surtout cet accord est bancal. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura des élections. Qu'est-ce qui se passe si l'UFR ou bien notre président des candidats, et puis bon, c'est secret, et tout d'un coup, il y a beaucoup plus de délégués spéciaux, de délégués communaux des autres partis qui votent pour ce candidat que l'UFDG. L'UFDG va faire quoi? D'accord, merci. Merci beaucoup.
M. Gandou. Donc, pour terminer rapidement, excusez-moi, pour terminer rapidement, une phrase. M. Camara, c'est bien de supporter l'UFDG ou de supporter l'opposition, mais à un certain moment, si l'opposition fait des erreurs, comme elle a toujours eu à le faire depuis 2010-2011, il est de votre devoir, mais il est de notre devoir. Nous tous sommes de l'opposition, j'estime, mais la majorité des personnes sont de l'opposition. Donc, c'est de notre devoir plutôt de critiquer l'opposition pour qu'elle se comporte mieux. Mais vous, M. Camara, depuis 2011, vous êtes contre toute critique contre l'opposition et l'opposition continue toujours dans ces mêmes bêtises. Et vous verrez, le fichier politique va nous envoyer aux législatives. Merci, je m'arrête là. Merci beaucoup, Gandou, du côté de l'Allemagne. Monsieur Camara, un petit commentaire rapidement et avant notre nouvelle recherche. Oui, le dernier sujet abordé concernant l'opposition qui commet, en fait que je suis systématique en ce qui concerne le support, je supporte de façon systématique l'opposition, l'UFDG, etc. Écoutez, je vais me répéter, nous avons ici l'État face à l'opposition, l'État face à l'UFDG, et l'État avec tous ses appareils, s'il vous plaît. La comparaison n'est pas possible. L'État est plus fort, très fort. Et d'accord. Alors je trouve bizarre qu'on fasse une comparaison d'ailleurs. Alors, dire que je ne critique pas l'opposition, mais écoutez, l'opposition face à l'État, je critique, mais il faut faire des critiques positives. L'opposition est très faible par rapport à l'État. Mais alors, si vous cognez fort l'opposition qui est déjà faible face à l'État, mais où on va? C'est bizarre. Vous comprenez? Alors, ça, c'est ma position. Alors, je préfère donner, donc, voilà, c'est ma position. Donner le coup au pouvoir, à l'opposition. Voilà. Alors, il est faible, il n'est pas parfait, mais c'est qu'il est face à un adversaire qui est très fort, qui a tout le monde avec lui, toute l'administration, l'armée, la police et tout. S'il vous plaît, quand cette opposition fait des erreurs, alors il faut prendre un marteau, le frapper. Non, s'il vous plaît, on le fait d'une autre manière. Voilà ma position. Merci beaucoup. Alors, c'est compris très bien votre position. Alors un auditeur donc qui est anonyme, donc son nom n'est pas. Voilà, je passe son nom. Alors, si vous m'entendez, votre micro est activé. Bonsoir. Allô, monsieur ou madame, parce que voilà. Oui, monsieur Ibrahim, comment allez-vous? C'est Ahmed Tijane Silla. Oui, monsieur Silla, bienvenue. Allez-y. Oui, merci. Monsieur Camara, depuis Belgique, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Silla. Oui, merci. Écoutez, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque. Nous le savons tous bien, le problème fondamental ici, c'est quoi? C'est le non-respect nos lois, et puis ensuite de suite. Ce que je comprends pas surtout, c'est ce qu'a dit tout à l'heure mon prédécesseur. Je peux comprendre la volonté et puis de l'État ne pas respecter la loi, je peux comprendre tout ça. Mais ce que je comprends pas surtout, et je refuse surtout d'accepter et d'admettre, c'est de voir l'opposition accompagner l'État dans le non-respect de nos lois. C'est ce que je comprends pas du tout. Et je ne vois pas ici pourquoi est-ce que peut-on ici taper la tête de l'État, comme quoi, oui, c'est l'État qui a tous ses pouvoirs, ensuite de suite. L'opposition n'est pas obligée d'accompagner l'État dans le non-respect de nos lois. Le rôle de l'opposition, d'ailleurs, c'est d'observer l'État en ce qui concerne le respect de nos lois. Donc, si le pouvoir ne respecte pas nos lois, à l'opposition de brandir ce drapeau rouge, comme quoi, alerte, il y a ce qui se passe. Mais quand l'opposition accompagne l'État dans le non-respect de nos lois, donc il n'y a pas de différence entre l'opposition et puis le pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez essentiellement l'intervention de mes prédécesseurs. C'est là où se situe le problème. Principalement à Kindia, où se situe le problème essentiel ici. C'est quoi? Comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, si l'UFDG était si sûr de son résultat, pourquoi prendre ce raccourci? Nous allons manifester et l'État savait que la manifestation sera vraiment un événement incontrôlable. Tout de suite, l'État a pris le raccourci. Nous allons les faciliter le chemin, comme M. Sule aime toujours le raccourci. Il a accepté cette main tendue, sauf que cette main tendue rend nécessairement Abdoulaye Ba illégal, parce que ce n'est pas le choix du peuple dans ce sens-là. Il a été imposé à la population du Kenya, ça c'est le terme. Donc dire que oui, il est l'élu, non, il n'est pas l'élu. On l'a imposé, il est choisi par l'opposition. Et je trouve cela inacceptable de la part de l'opposition, entre guillemets, de l'UFDG. Si l'UFDG avait tous ses résultats et puis il était sûr de son résultat, allez, persévérer, qu'on reconnaisse ce résultat-là. Rendre forcément votre candidat légitime.
Mais aujourd'hui, avec cet arrangement avec le pouvoir, il y aura tout le temps des problèmes, non seulement à Guinée, mais ailleurs, partout en Guinée. Et en ce moment, on ne peut pas accuser non seulement le pouvoir, mais à la fois aussi l'opposition, parce que l'opposition joue le rôle du pouvoir. Dans ce sens, moi, je peux dire qu'il n'y a pas d'opposition à Guinée. Ils sont tous dans la mouvance. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est ce qu'il y a. Le rôle de l'opposition, encore une fois de plus, c'est pas pour être redondant, c'est d'observer le pouvoir. Quand il y a manquement, quand il y a le non-respect de nos lois, d'où l'appellation opposition. On s'oppose nécessairement aux actes entrepris par le gouvernement vis-à-vis du respect de nos lois. Mais quand le pouvoir ne respecte pas nos lois et puis appelle l'opposition, accompagnez-nous parce qu'il y a notre intérêt ici, et que l'opposition accepte cela, mais elle comprend. Ça, franchement, je ne comprends plus votre lutte ou bien quoi que ce soit, parce que vous soutenez une personne qui soutient une autre personne qui ne respecte pas notre loi. Donc, par raccourci, le syllogisme nous dit que vous aussi, vous ne respectez pas la loi en Guinée, vu que vous n'êtes pas en Guinée, mais vous êtes à l'extérieur de la Guinée, mais vous soutenez des gens qui transgressent tout le temps nos lois. Donc, c'est ce que je voulais dire rapidement ce soir, quoi. Oui, Monsieur Silla, Ibrahim. Oui, allez-y, Monsieur Kamara, c'est ce que je voulais dire. Oui. Oui, voilà, M. Silla, je vous comprends. Vous dites que, en fait, en partie, je suis d'accord avec vous, mais je crois que je vais toujours me répéter. D'ailleurs, vous dites qu'il n'y a pas l'opposition en Guinée, parce que l'opposition accompagne le pouvoir dans la violation des lois. Alors, mais moi, je me dis, et je le répète toujours, que c'est la faute ici, c'est le pouvoir, l'État. Le pouvoir ne respecte pas les lois, ça c'est un. Deux, il y a cette intention du pouvoir de semer de la pagaille parce que dans 2 ans, Alpha Condé doit s'en aller. Et dans 2 ans, alors il faut trouver une situation à la congolaise pour finalement se maintenir au pouvoir. Ça, c'est l'objectif actuel de M. Alpha Condé, c'est clair. Alors, il y a les élections qui se passent, ça se passe très mal. L'UFDG qui demande que, en fait, les données réelles soient donc présentées. Le pouvoir ne le fait pas, et nous connaissons le pouvoir d'Alpha Condé, qui a déjà la conclusion en tête. On va tout bloquer, on va tout bloquer. Quand vous êtes face à de telles situations, c'est quand même difficile. Et surtout qu'on a d'autres chats à fouetter. Dans 2 ans, Alpha Condé doit aller, on a des élections, disons, législatives qui arrivent. Alors, s'il vous plaît, on va autour de la table, on discute. Alors, les accords, c'est pas une violation de la loi. Quand il y a accord, effectivement, en fait, s'il faut, parce qu'il y a eu un problème dans l'application de la loi ou dans l'interprétation de la loi. Mais le cas de la Guinée, c'est que c'est fait volontairement de ne pas respecter la loi. Alors, face à des gens comme ça, franchement, je me demande où est la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est des accords. Et le problème maintenant de la Guinée, c'est qu'il y a des accords. Le problème, c'est que ces accords ne se respectent pas. Alpha Condé ne veut même pas, disons, respecter même les accords. C'est là le grand problème. Alors je me dis, d'accord, on dit que les lois ne sont pas respectées, on vient aux accords, les accords, mais alors battons-nous d'abord pour que ces accords-là soient appliqués. Parce que quand c'est bien appliqué, c'est bien. On peut avancer. Okay. C'est là le problème de la Guinée. Alors vous dites que l'UFDG, le cas de Kindia, qui avait une certaine assurance de ces données, donc qu'elle gagnait la partie, alors qu'elle devait donc s'arrêter là. Vous comprenez, c'est camper sur ces données-là. Mais c'est vrai, ce que vous dites, c'est comme les élections de 2010, l'UFDG avait l'assurance d'avoir gagné les élections. Mais, monsieur, je vous le dis toujours, monsieur Silla, je vous le dis toujours, l'objectif du pouvoir ici, c'est de semer de la pagaille. Jamais. L'UFDG va dire, bon, écoutez, pas d'accord ni rien, les données. On va descendre dans la rue, c'est quoi? C'est de tuer les manifestants, de les tuer et créer des troubles, et nous avons la situation congolaise. C'est pourquoi c'est une mesure politique de la part de l'UFDG, il y a des interprétations, alors c'est quand même politique aussi. Alors, des accords, et allons-y devant. Il y a des moments sérieux qui arrivent. Alpha Condé, son mandat se termine. Je crois que c'est très important. Voilà. Ok, alors je m'excuse parce que tout à l'heure, j'avais mon micro qui était fermé et puis je t'en train de parler. Je crois que voilà, j'avais fermé le micro de monsieur voilà, Ahmed Tidjane. Voilà, je croyais que j'étais en train de lui parler, mais bon, vous ne m'entendez pas. Voilà, donc dans tous les cas, nous arrivons au terme de cette émission. Imam Auditeur, je sais que vous êtes nombreux encore à demander la parole par rapport à ce débat. Écoutez, on va se limiter là pour ce soir. On a déjà un peu
déborder au niveau du temps qui était prévu. Monsieur Nabila Kamara, je voudrais vous remercier d'être passé ce soir sur Africa Midi. Si vous avez un dernier point pour conclure. Voilà. Moi, je vous remercie beaucoup, Monsieur Ibrahim. C'est bien. Tout ce que je peux dire actuellement, c'est que M. Alpha Condé a réussi en partie à s'aimer de la confusion dans l'esprit des gens, parce que la réalité, c'est que c'est l'État qui est faible, l'État guinéen est très faible, et voilà pourquoi toute cette pagaille-là. Et attention, parce que M. Alpha Condé, ce qu'il cherche, c'est la situation à la congolaise. Il n'y a pas d'autre chose, situation, c'est ce qu'il cherche. Il sait que sans ça, il ne peut pas aller au-delà de 2020, c'est clair. Bien, voilà. Merci beaucoup, M. Ahmed, et la prochaine fois. Merci, voilà, à bientôt. Merci à vous et surtout merci à tous les auditeurs. Et je vous donne rendez-vous demain à la même heure, à 21h en France, 19h à Conakry, 15h du côté de New York. Nous serons également en direct sur africamidi.com. Passez une bonne soirée. À demain. Itonya aka kumbosa nyono to bele gbengeta ti bare nyako ni fani nta mo ma ngi client ti fe ki tara ka pa gbra ma mo ngi te bare ma ko ko be to bade na ngai ni te dang be ba tar be falla li ko no ma ka fa da nya mo ma go okay master master yes please yes come. Good morning. And you're in the star in the colony, Europia. I've been around this year and the problem is Sandy too. Oh, Mumatima. Somebody? I told her not picking the red. I run the father and like I in the following morning. You come back to Yeah. Yeah, and Sandy too. Yes. Mumatima. Allô, c'est vous, Sandito? S'il te plaît, mon frère, aide-moi à avoir un crédit, s'il te plaît. Notre crédit est fini. Il n'y a pas de l'argent ici. Tout de suite là. Sans plus de temps. D'accord, nous sommes en temps ici. Ni ma mère. Tiens, ici. Thank you. Payana est un nago. Mara Sosoko, Yara, Anglais, nous Sosoko dans Mosombo. Donc, Sandito, à Kindiki na site nana, opérateur Yoni d'Afrique B, est un homme unité de Sambadema. Plus vite. Vous vivez à l'étranger et vous souhaitez envoyer du crédit téléphonique à vos proches en Guinée, un seul intermédiaire, senditou.fr. Il faut que cela cesse. Nous avertissons tout le monde. Nous ne sommes contre aucun parti. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes au-dessus des partis aujourd'hui, en ce jour. Mais nous avertissons aussi que nous nous battons